pour une fois, je vais me permettre de tutoyer mon vieux copain, Richard Villet. On se connaît depuis 50 ans à peu près. Hein. Oui, voilà. Moi, ça me fait très plaisir. Voilà. Et lui est chirurgien gynécologue, donc s'occupant de la femme, et moi je suis chirurgien urologue, m'occupant de l'homme, ce qui fait que nous sommes les réparateurs du couple. On peut dire ça. Exactement. Et j'ai été en plus, si tu veux, très investi dans l'unification des trous, tu le sais bien. Oui. J'avais inventé ce mot, la périnéologie, pour que l'urologue parle au gastro-entérologue et au gynécologue. Exactement. Voilà. Exactement. Je suis à toi. Et dans ce cadre-là, alors en plus on se retrouve à l'Académie de médecine régulièrement, et personnellement je suis convaincu que nous allons vers la formation d'ingénieurs opérateurs. À savoir, quand on regarde aujourd'hui l'orthopédie, vous avez l'orthopédiste de la main et du poignet, celui du coude, celui de l'épaule, celui de la hanche, celui du genou, celui de la cheville, celui du rachis, qui sont complètement hyper spécialisés. Toutes les spécialités s'hyper spécialisent, et donc on va aller vers la formation d'ingénieurs, puisqu'ils vont travailler avec des robots sur une aire anatomique donnée, ne connaissant plus tout le corps comme on l'a appris. L'anatomie était la science reine pour les chirurgiens, les petits chirurgiens que nous étions. Et donc, ces robots, comme j'en ai vu en urologie, qui à travers le périnée passent l'aiguille, le petit support qui va aller juste planter l'iode dans la petite zone vue à l'IRM du cancer de la prostate. Puis il se rétracte et il va chercher une autre. Et c'est lui qui fait tout seul. Le programme est préparé, mais la machine agit toute seule. Et le chirurgien urologue travaillera sur le périnée, toi aussi. Donc toi sur l'utérus, les ovaires et les trompes et autres, moi sur la prostate et la vessie. Et donc je voulais savoir ce que tu pensais de cette évolution, sachant, pardon, et je finis, que les chirurgiens que nous connaissons, que nous étions, vont rester ceux qui assureront, ou celles, il y a de plus en plus de femmes et c'est bien. Je vous rappelle que les assureurs ont montré que la femme, l'idéal pour l'assureur du chirurgien, c'est la femme chirurgienne de 45 ans. Voilà. Alors, voilà. Écoute, moi je suis très sensible à ton invitation pour parler de l'ingénieur opérateur, et en réfléchissant, je vois 3 points qu'on pourrait discuter ensemble. Le premier point, c'est que d'abord il faut discuter, tu l'as un peu dit, du type d'intervention. Je crois qu'il y a des interventions qu'on pourrait appeler standardisées, codifiées, et des interventions dont la codification est absolument pas standardisée, et on va donc éliminer les urgences dans l'urgence, et notamment c'est un des grands problèmes actuellement de la formation des chirurgiens qui ne savent plus, et c'est pour ça que c'est l'armée qui s'occupe des chirurgies, des blessés à l'extérieur, des OPEX, etc. Devant des traumatisés, je crois que la place de l'intelligence artificielle des robots ne sera pas là, car les décisions sont très importantes. Dans des chirurgies dont tu as parlé, par exemple l'implantation de particules de césium dans la prostate, etc., il y a des interventions totalement standardisées. Dans ce cas, je crois que c'est une véritable... Il y a une conception, il y a une discussion, il y a une résolution, et évidemment on utilisera des algorithmes, c'est comme ça qu'on fait pour la vésicule qui est faite par robot éventuellement, c'est-à-dire qu'on analyse une somme d'informations qui fait qu'on peut faire le geste par quelqu'un d'autre. Mais il y a toute une zone entre ces deux types d'interventions qui sont l'intervention complètement codifiées et les interventions qui ne peuvent pas, par essence même, être codifiées, où là se pose le problème du chirurgien et se pose le problème de savoir si, par le biais des algorithmes répétés, et si surtout peut-être même par l'intelligence générative qui reste sur les robots, on pourra résoudre des difficultés. Car je crois que la différence entre l'artisanat, qu'on pourrait appeler l'artisanat simple, qui est c'est un artisan, il y a une conception, il y a une résolution, il y a une exécution, c'est tout à fait faisable, et puis il y a l'autre où c'est pas l'artisanat, mais c'est agir. Et agir, finalement, c'était le rôle du chirurgien tel qu'on l'a appris nous, c'est-à-dire c'est traduire par une action sa pensée. Et donc, il y a besoin d'un jugement à l'instant T au moment où on fait l'opération. Donc ça, c'est mon premier commentaire, si tu veux, pour dire il est vraisemblable que le robot et l'ingénieur sera là et que les nouveaux, de toute façon, d'une manière générale, les nouveaux chirurgiens doivent connaître beaucoup de choses. Moi, je ne vous cache pas, et je pense que Guy était même encore pire que moi, c'est-à-dire qu'en salle d'opération, si on ne sait pas ce que c'est qu'une prise HDMI et si on ne sait pas ce que c'est qu'un ordinateur, etc., c'est très compliqué. Et donc déjà, il y a besoin que le chirurgien soit un peu un ingénieur, sinon il n'y arrive pas. Mais je crois qu'il reste des techniques chirurgicales où je ne sais pas encore si le robot pourra les apprendre. C'est sûr que les techniques stéréotypées, alors je ne vais pas vexer les orthopédistes qui sont dans la salle, mais c'est sûr que de mettre une prothèse, c'est pas plus facile, mais c'est plus
standardisable et donc générable par les robots. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de disciplines, dont l'orthopédie fait partie, dont l'ORL fait partie, dont même l'ophtalmo, la prostate, etc. Il y a des robots qui aident pour le moment, qui sont des aides à l'intervention. Ça, c'est ma première réflexion. Alors, si tu veux qu'on commande ça, après, je te ferai une deuxième réflexion qui rejoint un peu ce que vient de dire Karim Laroumi. C'est-à-dire que les patients sont ambivalents, Guy, très ambivalents. Parce que les patients, ils disent, quand vous les recevez, ils vous disent « Est-ce que vous avez le robot ?» Bah, bien sûr, monsieur, on a le robot. Alors, voilà. Je vais te rapporter une expression que j'aime beaucoup pour remettre à mon maître Raymond Villain. Est-ce que vous opérez par laser? Il répondait laser à rien. Ça m'avait beaucoup plu à cette époque. Mais je veux dire, donc le patient, il est ambigu parce qu'il est demandeur d'une technologie extrême et à la limite, il est ambivalent de l'autre côté parce qu'il dit, et ça c'est tous les rapports, moi je fais beaucoup de cancérologie surtout, on ne m'a pas parlé, on ne m'a rien dit, on ne s'est pas occupé de moi, je ne l'ai pas rencontré. Donc comment, et ça rejoint un peu ce que vient de vous dire M. Laroumi, comment faire cette dualité entre cette hyper-technologie chirurgicale opératoire qu'on peut de faire que le chirurgien devienne un ingénieur, et comment faire pour répondre à la demande du malade. Qu'est-ce que j'ai, docteur? Quel est mon pronostic? Qu'est-ce que je vais devenir? Alors, je vais te répondre. Premièrement, je pense qu'effectivement, il y aura toujours des chirurgiens, notamment pour traiter les occlusions, les péritonites, les hémorragies internes, les polytraumatismes. L'IA ne peut pas le prévoir, ne peut pas travailler là-dessus, c'est impossible. Ça reste la main. C'est la main qui doit faire. Ça, je suis complètement d'accord. Donc, il y en aura encore. Mais pour le reste, je suis convaincu, et je reviens à l'orthopédie, que ces ingénieurs assureront le geste. Ce n'est pas eux qui décideront. C'est le rhumatologue. Ce qui fait qu'on dissocie, ce qui est intéressant, oui. La réalisation de l'acte de la décision. Donc, c'est pas donc au point de vue financier, il n'y a pas de risque d'inflation et de non-pertinence d'acte uniquement pour être mieux payé, puisque ce n'est pas lui qui choisit de faire l'acte. Je pense. Et puis alors, si tu veux, je vois que le temps passe très vite, et si tu veux, je crois que le troisième point qu'on pourrait aborder, si tu veux, qui vient un petit peu d'être abordé également, c'est les processus algorithmiques, l'IA qui s'implante dans la chirurgie, la robotique et la responsabilité médicale. Vous savez qu'il y a un article de la santé publique, qui est le L4001, j'ai bien révisé pour venir te voir, qui dit que d'abord, les patients doivent être informés. Et j'ai vu que dans les consultations maintenant, on met « j'utilise un robot ». Mais plus que là, le chirurgien, en principe, par le concepteur du produit et du DMI, doit être informé de la façon dont marche le DMI. C'est-à-dire qu'on va devoir, nous, donc là on doit être ingénieur, parce qu'il va falloir comprendre ce que va m'expliquer M. X qui a conçu le produit pour réaliser. Et troisièmement, il va falloir faire, et ça on a évoqué également ce problème ce matin, que le patient accepte théoriquement qu'on utilise les données de l'intervention qu'on est en train de faire pour la remettre dans des logiciels, puisque c'est de l'incrémentation continue. L'incrémentation continue des produits algorithmiques fait que les données du patient de la dite intervention vont être reproduites. Donc, on n'y est pas, mais oui. Il y a ça. Mais la responsabilité, par contre, pour finir sur la responsabilité, pour le moment, il n'y a pas eu de condamnation, ni dans les DMI, ni dans rien, ni dans la robotique, de condamnation pénale ou civile, mais il est clair qu'il est écrit, et notamment dans l'IACT européen, qu'il doit y avoir une vigilance et qu'il faut un médecin responsable, c'est le médecin qui est responsable. Alors, le monsieur Revel n'est pas là, je sais que monsieur Revel, il est où, je ne sais pas, mais c'est lui qui est condamné lorsqu'un DMI est... sauf s'il démontre que c'est la formation du DMI. Donc il y a tout un problème de légalité qui est difficile et que je ne cerne pas bien. Voilà, écoute, je pense que sur ce plan-là, je ne suis pas spécialiste du droit, mais on doit pouvoir savoir qui de l'opérateur biologique et qui de la machine numérique est responsable. Ça peut être l'un uniquement, ça peut être l'autre uniquement, ou ça peut être les deux en partage. Oui, donc, oui, ça, c'est je dirais aux enquêteurs, c'est comme dans l'avion. Alors, je suis aussi, et pour finir, si tu veux, parce que l'heure tourne, pour finir, il est clair que le chirurgien peut faire un malaise péropératoire. C'est pour ça que dans certains présidents se font opérer par 2 chirurgiens à la fois. Mais on peut imaginer aussi la cyberattaque du robot qui opère. Oui. Et ça, c'est un vrai sujet, notamment vous savez, en radiothérapie, c'est un vrai sujet, parce que vous avez votre programme de radiothérapie qui est donné, ce n'est pas de la chirurgie à proprement parler, et votre programme est bien avec des données tout à fait précises, et à ce moment-là, il y a une cyberattaque, et votre programme de radiothérapie est changé, et vous êtes brûlé. Eh bien oui. Eh bien voilà. Merci beaucoup, Guy. Je suis très content d'avoir discuté avec toi.